Ok, on va faire un point sur les cryptos, principalement aujourd'hui, et voir l'actualité, voilà, on va dire traditionnelle en général, plus tard à la fin de la vidéo. Donc, le Bitcoin à 66K, on voit un marché vert, Render qui performe. Render, on peut dire, c'est comme le Nvidia sur la blockchain. Voilà, Fetch IA, l'intelligence artificielle qui la domine, et les mêmes coins, donc PP, Dog Wifat voilà, qui ces dernières semaines voilà, bat des records. On va aller voir ça tout à l'heure. Donc, tout est en baisse pour les mêmes coins qui corrigent après leur fort rallye. Là, c'est autour de l'intelligence artificielle. Vous voyez même AGX. Donc voilà, les mêmes coins ont laissé place à l'intelligence artificielle pour les grosses performances, pour en tout cas les dernières heures. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus le Bitcoin qui lead le marché. Donc, on a eu la semaine, voilà, c'était ce week-end, enfin, une forte baisse ici, là. Voilà, on a atteint, en fait, dès qu'on a atteint l'ATH, on a fortement chuté, mais on est rapidement, voilà, venu à un équilibre aux alentours des 66K. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit qu'on allait à 74K. C'est toujours d'actualité. On a juste eu une grosse prise de bénéfices, voilà, qui nous a amené à peu près, ouais, 61 800. Donc ça a pas mal chuté. Le Bitcoin a perdu 14%, voilà, suite à cette chute. Mais voilà, on est rapidement remonté. Et là, ça se stabilise. Bien sûr, je pense pour aller plus haut. Donc on va voir tout ça. Vous me direz de toute façon ce que vous en pensez. Le volume des transactions là sur le marché de spot a atteint hier 46,25 milliards de dollars. Donc c'est très fort en ce moment. Il y a beaucoup de volume, il y a un intérêt. Ici, voilà, le niveau le plus élevé depuis 2021. Donc depuis 2021, on n'avait jamais vu autant de volume. Donc ça montre qu'il y a de l'attractivité. Malgré la baisse qu'on a eue là de 14% du Bitcoin, le volume est là, les gens sont là, les gens s'intéressent de plus en plus au Bitcoin et l'intérêt va continuer, on va dire, à croître. Et donc là, vous voyez qu'ici, Binance domine le volume, ici là, de plus de la moitié. Donc Binance prend quasiment la moitié. Ça montre que Binance est toujours en place, malgré tous les déboires, le fait que CZ ne soit plus là. Binance continue à être l'exchange privilégié, voilà, par la plupart des investisseurs en crypto. Moi, personnellement, je suis sur Gate.io pour la plupart de mes gros bags, et MEXC, voilà, pour trouver encore des petits altcoins de temps en temps, ou KuCoin. Voilà, je navigue entre ces trois-là. Il y a un plus gros listing et ils sont tout aussi sécures, mais quand même au niveau, voilà, de la sécurité, enfin de la fiabilité, Binance a fait ses preuves et est le grand dominant. Vous voyez pas Coinbase ni Kraken pour leurs frais très élevés et leur faible listing de crypto. Donc là, Binance, c'est plutôt correct en termes de listing, tout ça. Bon, il n'y a pas peut-être les dernières cryptos qui sortent, mais voilà, c'est plutôt correct et Binance a une grosse gamme de produits. Donc par rapport à ça, on continue. Donc voilà, un énorme volume, principalement sur Binance. Ici, 8,5 milliards de dollars d'entrée nette dans le Bitcoin ETF. Et ils accélèrent. Donc regardez ça, c'est incroyable, 8,5 milliards de dollars d'entrée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ici. Et regardez en proportionnel, parce que c'est très important, on a les sorties de Grayscale. Donc Grayscale qui vend massivement, mais pour rééquilibrer. En fait, Grayscale avec des fonds, on va dire, dans d'autres produits. Mais là, ils veulent faire comme les autres émetteurs. Ils veulent proposer des trackers du Bitcoin, des ETF. Et donc là, ils sont obligés de vendre pour rééquilibrer leur portefeuille, pour ensuite proposer eux aussi des ETF. Donc là, en ce moment, ils vendent. Mais ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle, parce que ça fait que ça peut avoir un impact sur le prix du Bitcoin. Mais là, de ce qu'on voit dans cette image, il y a plus d'entrées du Bitcoin que de sorties. Les principales sorties du Bitcoin, c'est les ETF. C'est Grayscale, les sorties de Grayscale. Grayscale qui a un fonds en crypto et qui sort énormément de Bitcoin, mais c'est compensé largement. Il y a plus d'entrées. C'est pour ça que le prix du Bitcoin s'apprécie plus que ce qu'il baisse, vous voyez, en ce moment. Donc, voilà. Et pour ce qui est des baisses de Grayscale, vous allez le voir juste après, crescendo vers la baisse. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle tout ça. Donc là, regardez le prix du Bitcoin qui se stabilise. On est, comme d'habitude, on forme ce triangle descendant là, ou cette pente descendante, pour ensuite casser ça fortement à la hausse. C'est toujours la même chose en trading. Je vais rien vous apprendre par rapport à ça. Donc là, regardez, hein.
Ici, on est fortement monté ici. Et donc, voilà. Maintenant, il y a une forte baisse. Vous le voyez ici. Vous voyez, ça a fortement baissé. Là, ça se stabilise. Et là, il se pourrait qu'on aille casser. Voilà, bientôt. Vous voyez, on est à la limite. Vous voyez, de casser ça par la hausse. Bientôt, peut-être dans quelques heures ou quelques jours, peut-être 2, 3 jours. Mais on va aller chercher cette fois définitivement l'ATH et aller plus haut que l'ATH. Cette fois, les 70K et plus. C'est ce que nous attend dans les prochains jours là. Donc on verra ça. En même temps, regardez le dollar. Le dollar qui chute fortement, qui casse. Et bien sûr, en fait, c'est un effet inverse. Tous les actifs au monde sont corrélés face au dollar. L'or, enfin tout est face à la paire dollar. C'est les accords de Bretton Woods, voilà, les anciens maîtres américains, enfin dirigeants américains, qui ont eu cette idée géniale de tout mettre, de mettre le monde carrément face au dollar, toutes les devises, toutes les matières premières, les cryptos, tout est corrélé face au dollar, qui est l'actif le plus liquide, l'actif de standard mondial. Et quand le dollar monte, les autres actifs baissent et vice versa. Quand le dollar baisse, les autres actifs montent. Et là, le dollar perd de la force, ce qui est un avantage pour le Bitcoin, l'or et les autres les matières premières ou les autres devises en général. Donc après, c'est pas toujours le cas. On peut avoir une situation où le dollar baisse et le Bitcoin baisse ou l'or baisse, mais de manière générale, quand le dollar baisse, en général, les autres actifs montent en contrepartie. Et là, vous allez le voir, j'ai par rapport à l'or, le Bitcoin, tout ça, enfin le Bitcoin, on l'étudie là, mais pas même par rapport à l'or, on va voir que l'or monte et atteint des records. Donc là, voilà, si le Bitcoin monte, c'est principalement par rapport aux ETF. Il ne faut pas se cacher. Est-ce que c'est d'autres actualités? Non, c'est les ETF, les trackers en bourse, alors les marchés traditionnels qui vont venir. En fait, les grands fonds d'investissement vont proposer ce qu'on appelle des ETF. Donc, c'est des produits financiers qui vont vous exposer à un actif. Et ici, là, maintenant, on a des nouveaux produits qui vont s'exposer au Bitcoin. Donc, les fonds vont acheter l'actif en question, ici le Bitcoin, et le proposer à leurs clients. Et les clients vont acheter ces fonds-là, ces produits-là qui traquent le Bitcoin et en détenir. Mais en fait, c'est le fonds qui va détenir pour leurs clients. Et par exemple, BlackRock ou Fidelity vont détenir des bitcoins pour le compte de leurs clients. Donc ces géants fonds-là achètent pour leur compte de leurs clients. Ils les détiennent dans leur trésorerie, mais pour leurs clients. Vous voyez? Donc c'est ça les trackers, les ETF, on va dire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une autre journée de fort volume pour les ETF Bitcoin. La bonne nouvelle aujourd'hui est que le FBTC, le Fidelity, le ticker de Fidelity, est bien en avance sur le GBTC. Vous voyez, et EBIT probable dépasse les 1 milliard. Donc là, les deux principales, ce que ça veut dire ici, c'est que les deux principales ETF Bitcoin, qui sont ceux de BlackRock et de Fidelity, font mieux que l'ETF là de Grayscale. Vous voyez, c'est le plus important, c'est que les ETF là, les plus gros ETF ont de plus gros volumes que de Grayscale, ce qui est important parce que Grayscale vend rapidement. Et donc, c'est important d'avoir plus des ETF qui surperforment Grayscale. Comme ça, voilà, ça réduit les risques. Et en fait, il y a plus d'entrées que de sorties. C'est bon pour le prix du Bitcoin, on va dire. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate? Là, si on prend le GBTC de Grayscale, qui est vendu massivement, donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça diminue une nouvelle fois. Enfin, en fait, ça fait une pente et ça diminue et ensuite ça fait une nouvelle pente. Mais là, on est clairement en train de diminuer les ventes de Grayscale. Peut-être que plus tard, on va avoir une nouvelle fois une forte vente sur une seule journée, comme ce qui était là le 29 février, ce qui a fait mal au marché, mais pas tant que ça, j'ai envie de dire. Mais là, les ventes de BTC par rapport de Grayscale baissent et parallèlement, on a les ETF de BlackRock, tout ça, qui battent des records. Donc tout ça, ça va avoir un impact pas direct sur le prix du Bitcoin, mais à court terme, on va dire. Donc là, ça ne se reflète pas comme ça. Mais ne vous étonnez pas que dans la journée, par exemple, d'aujourd'hui, là, il est 11 h à l'heure où j'enregistre l'émission, mais par exemple, d'ici demain ou après-demain, ne vous étonnez pas que le Bitcoin monte de plus 3% d'un coup ou des choses comme ça. Parce qu'il y a une forte accumulation, une forte demande des investisseurs. Vous voyez? Donc tout ça, c'est bon. Donc voilà, malgré des sorties nettes de GBTC, là, voilà, de 276 millions hier, les ETF Bitcoin Spot ont accumulé 332 millions de BTC sur la journée. Donc il y a plus d'entrées que de sorties. C'est ce qu'il faut retenir. Vous voyez? Donc ça, c'est une très bonne nouvelle.
On va se contenter de ça pour l'instant jusqu'à que Grayscale ait fini de vendre tous ses bitcoins. Vous voyez? Donc on va se contenter de ça. Maintenant, si on regarde les charts un peu du Bitcoin rapidement, voilà, on est dans cette phase-là de breakout. Voilà, on a buté sur la ligne rouge. Là, on a chuté et là, on remonte. Et c'est ce qui va nous attendre. Enfin, on va voir par rapport à la TH. On va venir casser ça et cette fois aller bien plus haut. Et le chemin, il est clair, il est dessiné un peu en orange, mais on va aller à chercher. Voilà, là, il dessine plus aux alentours des 150 000. On verra. Mais on est sur le chemin. C'est le titre de cette vidéo. Le bull run suit son cours. Donc, tranquille, les gars. À court terme, on peut perdre 10, 20%, oui, même 30, allez. Mais sur le court moyen terme, on y va tout droit au 100K. Donc, vous voyez, ici, qu'est-ce qu'on voit aussi? Si vous observez bien, que, vous voyez ici, là, suivez la courbe rouge et la courbe bleue. Bah, quand en fait, elle se touche ici. C'est là qu'on arrive au top. Vous voyez? Donc là, maintenant, depuis, ça s'est séparé. Tac, tac, tac. Et là, il semblerait que maintenant, la courbe rouge remonte et va aller à la courbe bleue qui va monter aussi. Donc, il devrait se donner rendez-vous peut-être quelque part où il y a ma flèche. Là, je ne sais pas si vous la voyez dans l'émission là. Mais voilà, peut-être au plus haut dans les 150 000 par là, où on sera peut-être au top, voire peut-être, espérons-le, même 200, 250K. Bon, on espère, mais là, il semblerait que ça va se donner rendez-vous par ici, là, dans les 150K. Donc, notez ça, on verra ça. Maintenant, voilà l'image de ma miniature, parce que je pense qu'elle est très pertinente, cette image. Ici, vous voyez que, voilà, on suit le cours. Et moi, c'est exactement le scénario que je vois. C'est pour ça que cette image, je l'ai mis directement en miniature. Ici, voilà, on est en 2024, vous voyez, début 2024. Je pense qu'on va monter ici à peu près, là, 100, regardez, tac, allez, 100, 110 000, vous voyez, 110 000 ici vers l'été 2024, ou même d'ici le halving, voilà. Dans les 115. Quand je vous dis qu'on va monter rapidement, ça, c'est le scénario que je vois. D'ici le halving ou juste aller un peu avant l'été, les 100K. Avant de rechuter peut-être aux 60K, aux 80K là. Et ensuite, voilà, vraiment le dernier. Là c'est le bull run. On va remonter des 80K jusqu'au... Là, bon, là, il parle d'un ATH qui arriverait vers octobre, novembre 2025. Ici, là. Ou entre août et novembre 2025. Hein, difficile à dire, mais voilà, un ETH au plus haut, voilà, là, il parle entre 250, 300K, là, il parle même. Voilà, un ETH à 300K, fin 2025. C'est possible, c'est le scénario que je vois à peu près. Donc, on verra. Et ensuite, 2026, à partir de là, voilà, on va commencer à chuter. Et 2026, on va peut-être remonter. Bon, après, ça, c'est de l'improvisation. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Mais on va chuter légèrement jusqu'à ici 2027. Hein. Et 2027, on sera au plus bas. On sera revenu, genre, on aura touché un plus bas. On va revenir même aux 76-75K. Avant de restabiliser à 100K et de recommencer un nouveau cycle bull run, tout ça. Donc, on verra ça. Vous voyez, gardez cette image, si vous pouvez. Screenshotez-la. Pour moi, elle est très pertinente. Vous voyez. Donc, à vous de voir. Vous me direz si vous êtes... voilà. Après, c'est un scénario. Hein. Ça pourrait se passer complètement différemment. On pourrait peut-être même avoir 150K, peut-être, je sais pas moi, fin 2024, au lieu que ce soit avant, pendant cet été, je sais pas. Perso, voilà. Mais c'est un scénario, celui-là, il est plutôt correct, je trouve. Il est plutôt en phase avec ce que je pense à peu près. Donc, on verra. Donc, voilà par rapport à ça. Maintenant, regardez où on en est et ça correspond, coïncide avec la psychologie actuelle. On est, voilà, ici, là, à l'arrivée des médias. Donc, voilà. On a passé la première consolidation, l'arrivée des médias, et ensuite, on aura une phase d'enthousiasme. C'est là où cette phase d'enthousiasme va nous emmener au 100K, certainement. Vous voyez ? Ensuite, on va avoir cette période peut-être de calme ou de chute. On va revenir, on va corriger après une forte prise de bénéfice. Et ensuite, on va remonter jusqu'à en 2025, connaître la cupidité, où on veut toujours plus, et l'illusion qu'on va aller, au lieu d'aller à 200 ou 300K, l'illusion qu'on va aller à 1 million déjà, ou des choses comme ça.
Et ensuite, voilà, on va être dans une phase de déni où on refuse. Enfin, voilà, on pense voilà, vraiment qu'on va aller ouais, à 1 million ou plus. Et ensuite, voilà, on va chuter. Donc, le piège, on va tomber dans un piège haussier. C'est pour ça que dans le chart précédent, vous avez vu que ça remonte un peu. Et une sorte de piège haussier. Et après, un retour au normal où on va fortement chuter. Ensuite, il va y avoir de la peur qui va entraîner une capitulation, tout ça. Et voilà. Et ensuite, on va être dans le désespoir, revenir dans les 75K, peut-être voilà, en 2027. Et là, un retour à la tendance. Toujours la même chose. Donc là, on est dans une phase clairement d'euphorie là. Là, on est à l'arrivée des médias. On va être dans la phase d'enthousiasme ensuite. Cupidité, illusion. Donc là, on est dans la tendance de l'euphorie. On est dans une euphorie. Tout le monde là, de plus en plus de personnes parlent du Bitcoin, tout ça. Voilà, on est dans cette phase. Tout le monde est chaud, tout le monde est content, tout le monde se prend pour des génies du trading, tout ça. Parce que ça va faire que de monter. Ça fait que de monter déjà. Et tout le monde, voilà, va gagner de l'argent. Là, c'est la fête. C'est les prochains mois qui arrivent. En tout cas, comme je vous l'ai dit, les médias mainstream commencent à reparler du Bitcoin. Ici, vous avez plusieurs exemples. Ici, voilà, là, vous avez le Figaro, Le Monde, Le Sommet, enfin Libération, Le Point. Ça, c'est les médias français qui ont un coup de retard, peut-être d'1 mois, je ne sais pas, sur les médias américains. Enfin, voilà, les médias américains en parlent depuis bien longtemps déjà sur le retour du Bitcoin. Mais là, si même les médias français en parlent, c'est que voilà, il y a un retour. Et c'est pour ça que là, je commence à entendre des personnes voilà, me reparler. Ah, le Bitcoin qui veulent investir, tout ça. Ils sont pas sûrs, mais ils vont mettre quelques billes comme ça. Voilà. Toujours sans vraiment connaître. La plupart de ceux comme ça, les collègues du boulot, ne savent même pas, ne connaissent même pas les cryptos, mais ils veulent investir comme ça. Ils sentent certaines cryptos, ils investissent comme ça. Très risqué. Normalement, on devrait connaître ça bien comme il faut. En tout cas, voilà. Michael Saylor qui déclare: nous pensons que le Bitcoin était peut-être un concurrent de l'or, mais il s'est en fait, il s'est au sommet du classement et commence maintenant à talonner les ETF de l'indice du SP500. Donc là, on pensait que ça allait juste rivaliser avec l'or, le Bitcoin. C'est bien au-delà de ces perspectives. Michael Saylor déclare que les nouveaux ETF Bitcoin lancés par BlackRock et Fidelity ont dépassé les attentes et commencent à concurrencer même les ETF SP500. Donc les ETF qui traquent l'indice mondial, l'indice standard mondial, l'indice où tout le monde s'expose, le S&P 500. Vous voyez, c'est l'indice où la majorité des investisseurs du monde entier sont dessus. C'est un indice qui englobe les 500 entreprises les mieux valorisées voilà, à l'heure actuelle dans la tendance. Et c'est un indice qui fait en général 20%, voire même plus. Donc c'est excellent. Sur le long terme, vous investissez dans cet ETF SP500 et vous avez en moyenne plus de 20% chaque année. Tranquille. Ou aux alentours de 20%, ça peut être 17%. Voilà, aux alentours, sans que vous ayez rien à faire. Juste vous accumulez de cet ETF et vous faites des rendements voilà, de 20-30%. Moi, je suis plus agressif. Donc, je n'achète pas d'ETF. Je préfère le stock picking, l'action individuelle, parce que je creuse énormément. Je fais mes recherches et j'analyse quotidiennement quasiment les actions qui peuvent surperformer le SP500. Et j'analyse par rapport à la tendance, tout ça. Donc, j'ai mon idée par rapport à ce qui va surperformer le SP500. Donc, je prends le risque d'investir sur les actions individuelles en essayant de garder la plus grande lucidité possible. Voilà. Et je choisis moi-même mes actions ou mes cryptos. Vous voyez ? Et donc, voilà. Là, on voit que les ETF Bitcoin ont beaucoup de flow, là, ont beaucoup de hype et viennent même talonner maintenant les ETF les plus demandés au monde d'SP500. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc voilà, les pronostics ou les perspectives, Mike Novogratz, qui est une personne que j'aime, ses déclarations, tout ça, et qui est assez lucide. Et lui, c'est le PDG de Galaxy Digital. Et il dit à Fox Business qu'il pense vraiment que Bitcoin atteindra 100 000 cette année. Vous voyez ? Et moi, je le pense aussi. Et d'ici cet été, moi, c'est pas dans très loin, d'ici le halving ou cet été, pour moi, on va y aller au 100K. Donc, on verra. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà. Ici, Robert Kiyosaki qui est bien plus bullish. Prochaine étape, 300 000 $ pour le Bitcoin en 2024. Donc là, comme je vous l'ai dit, là, pour moi, là, c'est un peu trop bullish. Parce qu'on va avoir des périodes aussi de prise de bénéfices. Là, il est un peu trop bullish. Il faudrait vraiment qu'il y ait un problème, un crack économique américain, ce qui ne semble pas arriver. Donc là, je serais un peu plus mitigé. Mais les 300 000, je les vise pour la fin du bull run.
Pour moi, là, en fin 2025, aux alentours de octobre, septembre, octobre, novembre, on sera aux alentours ou proches des 300 000 dollars. Mais voilà, là, en 2024, être à 300 000, ça me paraît un peu trop. Donc voilà, c'est l'analyse d'une personne très respectée. C'est l'auteur de Père riche, Père pauvre, hein, quand même. Le best-seller voilà, par rapport à l'éducation financière. Il y a pas de... C'est le livre qu'il faut lire. Donc voilà, quand même, c'est une personne très respectée. Donc voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, et là, comme je parlais de Robert Kiyosaki, qui conseille d'investir dans le Bitcoin, mais aussi dans l'or, métal, et enfin, la matière première, enfin l'or, métaux précieux, et l'argent, métaux précieux aussi. Il conseille d'investir sur ces trois-là. Mais après, lui, il donne il conseille parce que lui, il voit des cracks ou des événements très négatifs arriver. C'est-à-dire des crashs économiques et une situation où les États-Unis imploseraient, ce qui ne va pas arriver parce que les États-Unis sont dans une phase... En vrai, il a raison dans ses déclarations. Et même tous les économistes, même en France, Olivier Delamarche, Charles Gave, c'est des personnes très intelligentes qui voient des scénarios très négatifs parce que normalement, ces scénarios-là doivent arriver. Sauf qu'il y a les banques centrales, les banquiers centraux trichent complètement et réimpriment de l'argent pour soutenir ou pour pallier à ce crash ou des choses comme ça. Normalement, en situation normale, ça fait longtemps qu'il devrait y avoir un crack économique. On est sur un système de Ponzi qui doit normalement faire s'éclater, mais voilà, on est dans une phase de triche, dans un Ponzi. Et voilà, les États trichent complètement, les banques centrales, tout ça. Et donc, on n'aura pas ces situations de crack. Bon, on a l'immobilier qui chute, mais bon, ça, voilà, ça, ils peuvent laisser couler ça. Comme ça donne à nouveau des prix attractifs, tout ça. Mais l'économie en elle-même ne sombrera pas. Au contraire, ils vont recommencer à imprimer de l'argent pour soutenir ça et avec des dettes toujours plus élevées. Vous voyez? Et là, on voit la dette américaine est à plus de 34 000 milliards. Enfin, c'est des sommes. Enfin, voilà. Mais ça va jamais s'effondrer. Ils vont continuer à ça. Jusqu'à qu'on va avoir une nouvelle ère monétaire, tout ça, peut-être avec les cryptos, des choses comme ça, mais ça va pas s'effondrer comme ce que ça devrait être. Et donc voilà. Et c'est pour ça que Robert Kiyosaki dit d'acheter de l'or, voilà, qui a fait un nouvel ATH comme vous voyez ici. Vous voyez? Mais bon, l'or après c'est juste pour protéger. Je pense pas qu'on a besoin de cette protection là. Et je préférais encore le Bitcoin, ok, qui est un peu le nouvel or digital et qui va connaître une forte croissance. Ça devient intéressant parce qu'on va passer à l'ère du Bitcoin, tout ça. Voilà, l'or, c'est un peu du passé. Donc, pour moi, voilà. Mais pour ceux qui ont d'énormes fortunes, pourquoi pas. Voilà, on ne sait jamais pour se diversifier, tout ça. Donc, voilà, par rapport à ça. Maintenant, les autres cryptos, Ethereum, qui est en phase et qui est très, très bullish en ce moment, Ethereum. L'arrivée des ETF, des trackers ETF spot, enfin voilà, des ETF Ethereum qui pourraient emboîter le pas. Et donc, ça donne une sorte de hype autour d'Ethereum qui va avoir sa mise à jour dans une semaine par là. Donc, Ethereum a un coup à jouer en ce moment. Pour surtout les gros portefeuilles. Les petits portefeuilles, bon, ça va pas trop leur intéresser. Mais Ethereum qui suit son cours et qui va porter aussi les cryptos vers la hausse. Donc voilà, Solana qui aujourd'hui encore a battu des records. C'est mon plus gros bag, ça fait plaisir. Solana pour moi, ça va surperformer, ça va continuer à surperformer Bitcoin et Ethereum. Donc c'est pour ça que c'est un actif. Voilà, c'est pas l'actif qui va le plus exploser, mais des gros bags, c'est celui qui va le plus exploser. Quand je parle des 5 gros, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Chainlink, Solana, pour moi c'est Solana dans les valeurs sûres qui va exploser le plus. Et là, voilà, voilà, son réseau est le plus utilisé en termes de DeFi, de NFT à l'heure actuelle. Et surtout, là, les mêmes coins qui alimentent Solana. Là, vous avez Dodwifat qui est maintenant devant le Bonk. Donc là, Dodwifat qui a un succès sans précédent. Incroyable, cette crypto, même coin, qui commence à être listé dans les plus gros exchanges, tout ça, et qui dépasse même Bonk, qui va aller chercher Shiba et Dogecoin. Donc incroyable, on a aussi d'autres mêmes coins, le Wen ici, tout ça c'est sur Solana, vous voyez. Et donc là, une crypto de chat, là, cette fois, Wencoin, tout ça c'est sur Solana, et tous les mêmes coins de Solana explosent. On en a d'autres, mais voilà, Bonk, Wen, Dodwifat, tout ça explose. Donc Solana est alimenté surtout par les mêmes coins en ce moment. Donc voilà, ici Avalanche. Donc Avalanche qui lance son téléporteur.
Donc là, voilà, Avalanche, c'est aussi, là, là, pour le coup, Avalanche, ça porte complètement le nom d'outsider. Parce que moi, j'en ai éliminé quelques-unes là, que j'y crois de moins en moins. Et voilà, comme Polkadot, Cosmos, Cardano, où j'ai des doutes sur ces blockchains là, Cadena et toute la bande là, Tezos et tout ça. Mais là, Avalanche, parce que moi, pour moi, c'est juste Solana qui peut concurrencer Ethereum, qui prouve. Mais Avalanche, quand même, je le mets encore dans les rescapés. Et le seul rescapé qui pourrait être une blockchain qui serait là demain. Bien que je pense que Cardano sera là demain, tout ça. Mais j'y crois moins. Alors que là, Avalanche, bon, ils sont là. Il y a des choses concrètes dans le gaming. Voilà. Et là, c'est l'interopérabilité avec Teleporter. Donc ici, Michael Kaplan, donc qui est un des développeurs chez Avalanche, qui dit que voilà, l'ère de l'interopérabilité Avalanche est arrivée. Les premiers messages téléporteurs reçus et envoyés par la sidechain ont eu lieu dans cette transaction. Donc voilà, la sidechain qui est, je crois, parce que en fait, Avalanche, dans son infrastructure, possède 3 blockchains ou 3 réseaux distincts. La C-chain, la P-chain et la X-chain. Et là, je crois que son réseau, là, l'une des 3 blockchains qui est liée à l'interopérabilité, qui va servir à connecter avec les autres blockchains, bah là, c'est la C-chain. Et là, ils ont innové avec un produit assez surprenant qui s'appelle Téléporteur. Donc on va voir ça, mais c'est bien, Avalanche se développe, c'est une bonne chose. Donc c'est à noter en tout cas. Et là, voilà, ici, on a le cofondateur d'Avalabs, donc la fondation d'Avalanche, qui dit que Avalanche n'est plus comparable à quoi que ce soit dans l'espace crypto. Il s'agit d'une nouvelle catégorie de calcul performant, flexible et multi-VM. Le premier véritable Amazon Web Service décentralisé de l'espace crypto. Bon là, je ne sais pas si Avalanche est plus décentralisé que les autres, mais là, c'est fort de dire le premier Amazon. Bon, voilà. Mais le cofondateur est très, très bullish par rapport à son projet Avalanche et dit qu'il n'y a rien de comparable. On verra ça. En tout cas, Avalanche reste un outsider. Et comme vous le savez, hein, le marché a toujours raison. Les chiffres ne mentent pas. Et vous avez juste à voir Avalanche, bah, où est placé Avalanche dans le CoinMarketCap, dans le classement crypto, et ça va vous donner une réponse par rapport à si le projet est plutôt fiable ou pas. Et Avalanche fait partie du top 20. Donc c'est un projet plutôt sérieux et on va voir par la suite s'ils vont tenir leurs promesses. Donc voilà par rapport à ça. En ce qui concerne les altcoins, donc les altcoins c'est toutes les cryptos en dehors du Bitcoin. Donc même Ethereum, Solana et Avalanche sont des altcoins et sont inclus dans ça. Et regardez, très très bullish, hein. On est dans une phase de réaccumulation, on n'est pas loin de péter. Donc pour les altcoins, ça va péter les amis. Donc préparez-vous, c'est une question de jours voire d'heures. Donc voilà par rapport à ça. Voilà par rapport à la crypto, j'en ai terminé. Je vais passer juste 2-3 actualités par rapport à ce qui se passe dans le monde là. Et là, on commence avec Donald Trump qui a remporté quasiment haut la main le Super Tuesday, le Super Mardi là. Et donc Nikki Haley, la femme, sa principale candidate, jette l'éponge. Et Trump est seul en lice et maintenant être sûr d'être le candidat républicain. Et il sera face à Joe Biden qui a aussi eu la majorité des voix dans le camp démocrate. Donc voilà, le duel est déjà là, Trump contre Biden. Pour le moment, Trump est donné dans les derniers sondages gagnant dans les prochaines élections, mais tout peut changer, vous connaissez, hein, aux États-Unis, rien n'est fait en avance. Et donc, on verra ça. En tout cas, voilà, la nuit s'est transformée en super Trump Day, hein, carrément. Trump a tout gagné quasiment. Il y a juste un seul État qui a voté pour Nikki Haley, mais voilà, il a tout raflé. Donc Trump, et après, bon, les États-Unis, ils sont divisés en deux, hein. Il y a moitié camp démocrate, moitié camp républicain. Ça va être très indécis jusqu'à la fin. Et c'est ça qui va nous tenir en haleine d'ici la fin d'ici les élections. Ça va occuper l'actualité de plus en plus là jusqu'en novembre. Donc on verra ça. On a aussi les JO, voilà, tout ça. L'Euro aussi peut-être de football. Mais voilà, c'est principalement les élections américaines. C'est ça qui va être l'affiche, on va dire. Donc sinon, on a eu le discours de la Fed hier de Powell, et comme on s'y attendait, Powell renforce sa position selon laquelle la Fed n'est pas prête à commencer à réduire les taux. Donc ça, fallait pas s'en douter, et c'est pour ça que les marchés n'ont pas trop bougé. On s'attendait à ce genre de discours. Les taux
persistent, même s'ils descendent, ils sont à 2 et quelques, mais on attend un objectif de 2%. La dernière ligne droite, c'est toujours compliqué. La Fed ne va pas baisser tout de suite, mais Powell a quand même dit qu'il s'attendait quand même à baisser les taux cette année. Et de toute façon, il n'a pas le choix. Parce que là, il peut d'un coup faire, avec la dette qu'il y a, tout ça, il ne peut pas jouer à ne pas baisser les taux. Parce que là, il fait souffrir l'économie hein, quand même, avec des taux élevés comme ça. Mais il ne peut pas les réduire tout de suite. C'est-à-dire que ça va durer encore 2-3 mois, peut-être jusqu'à l'été. Et là, à partir de l'été ou après l'été, il va baisser les taux. Et c'est ce que les marchés attendent. Lorsqu'il va baisser les taux d'intérêt, il va favoriser la croissance. Vous voyez, il va favoriser la consommation. Les gens vont à nouveau emprunter pour consommer. Et ça va favoriser la consommation. Et donc, les entreprises derrière vont recommencer à faire des forts bénéfices. Et des entreprises comme Tesla ou Apple, enfin surtout Tesla, pour acheter ses Tesla, pour acheter des Tesla, il faut faire des crédits. Vous ne pouvez pas acheter une Tesla comme ça. Et donc voilà, les investisseurs attendent. Ça va énormément, ça va apporter un coup de boost aux actions en bourse, tout ça. Et même aux cryptos, tout ça. Parce que quand il favorise la croissance, il va injecter dans la foulée des liquidités. Toute cette liquidité va se retrouver avec des investisseurs qui vont investir dans les cryptos, tout ça. Donc, c'est pour ça que cette nouvelle est très importante. Les investisseurs sont rivés sur ça et se demandent et supplient et espèrent quand est-ce qu'ils vont baisser les taux pour favoriser la croissance. Vous voyez ? Donc voilà, en attendant, les taux élevés, ça a des fortes conséquences. Je vous ai dit que ça peut détruire une économie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une banque. Là, on pensait que c'était une crypto. Hein. Quand on voit les cours, les volatilités comme ça, c'est que les cryptos d'habitude. Et ben non, là, c'est une banque. C'est la New York Community Bank qui a perdu 42% aujourd'hui. Regardez ça. Donc quand je dis aujourd'hui, c'était hier ou avant-hier. Mais les banques et le secteur bancaire et le secteur de l'immobilier sont en pleine souffrance de ces taux élevés. C'est principalement ces deux secteurs qui en pâtissent de taux élevés. Vous voyez? Donc voilà. Et là, on a quelques banques moyennes qui s'effondrent. C'est pas la première, mais ce sera pas la dernière ici. Donc voilà, aux États-Unis. En Europe, on a une action, c'est l'action la plus précieuse en Europe, devant LVMH. Hein. Voilà l'action la plus précieuse d'Europe, celle qui a le plus de capitalisation, toutes entreprises confondues, de tous les pays européens confondus. Novo Nordisk, une entreprise danoise qui fait gagner même d'ailleurs 2% de croissance du PIB du Danemark. Vous voyez ? Sans le succès de l'entreprise la plus précieuse d'Europe, le Danemark aurait perdu 1% du PIB. Mais tellement l'entreprise performe, eh ben, ça permet même au Danemark d'avoir une croissance du PIB supérieure. Et son produit phare, donc qui s'appelle Ozempic, est un coupe-faim anti-obésité aux résultats fulgurants. Donc les gens, plutôt que d'aller s'entraîner et par la souffrance et choses comme ça, préfèrent tricher et acheter ce produit, d'ailleurs que je vais enregistrer pour le noter, mais ce pays-là, ce médicament est un coupe-faim. En fait, quand vous allez consommer, ça va vous couper la faim, vous n'allez plus manger. Et ça, là, les résultats sont apparemment impressionnants. Et ça fait vraiment maigrir les gens, puisque les gens n'ont plus faim, tout ça. Donc voilà, et les gens achètent en quantité. Je crois qu'un produit comme ça, je crois que c'est dans les 10 000 euros ou un truc comme ça, hein, ou 10 000 dollars, je sais plus, mais c'est extrêmement cher. Et là, ça se vend voilà, à la pelle, comme les GPU d'NVIDIA, les gens en raffolent et en achètent, en consomment beaucoup. Donc voilà, la situation, en fait, les gens choisissent la facilité pour maigrir, tout ça, ce qui n'est pas bon. Donc voilà pour l'Europe. En Chine, bon, ça c'est plutôt les Américains qui sont inquiets que le marché américain pourrait être inondé de véhicules électriques. Et là, les gens, les Américains, bien sûr, vont devoir laisser leurs données à ces entreprises chinoises parce que les Américains vont consommer, vont utiliser. Et en fait, les données vont montrer on va peut-être savoir où les Américains se déplacent, des choses comme ça. Et les Américains disent que c'est un risque pour la sécurité nationale, que ces véhicules chinoises aient autant de données sur les particuliers américains. Donc il y a une inquiétude parce que on sait très bien que les véhicules chinoises vont être un succès non seulement en Chine, en Asie, mais aussi en Europe où ça va déferler bientôt. Et même aux États-Unis, on le sait. Et les Américains anticipent ce succès. Là, le secteur des véhicules électriques, c'est pas trop ça. Hein. Vous avez Tesla qui s'effondre en bourse. C'est les taux d'intérêt qui sont élevés. Et aussi la Chine qui n'arrive pas trop à relancer, qui n'a pas encore lancé son plan de soutien, tout ça.
Donc pour le moment, là, le secteur des véhicules électriques, c'est pas trop ça. Mais quand tout ça, là, les aides chinoises, plus euh, voilà, la baisse des taux aux États-Unis et le retour de l'impression monétaire vont arriver, bah, les entreprises comme ça de véhicules électriques, là, cette fois, ça va exploser. Ça, je vous dis ça, peut-être ça va arriver d'ici cet été ou après l'été, mais ça va exploser. Donc, et voilà, et on anticipe déjà le succès des véhicules chinoises. Donc les États-Unis sont craintifs par rapport à ça. Et les États-Unis peuvent craindre aussi parce que les BRICS, donc cette nouvelle alliance voilà, de pays en développement là, euh, donc là, vous avez déjà le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Allié à ça, vous avez maintenant Dubaï, l'Iran, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte qui se sont joints aux BRICS. Mais il n'y a pas que ça, hein, parce que là, le groupe des BRICS a reçu la candidature de 30 pays pour les adhésions 2024. Donc on a déjà beaucoup de pays qui ont rejoint l'Alliance, 5 nouveaux pays, mais là, on a 30 autres qui postulent et qui font tout pour montrer patte blanche et faire partie. Donc là, attention, parce que déjà que Poutine a dit que d'ici 2027, les BRICS auront un PIB supérieur au G7, mais là, si on inclut encore, il y a 30 autres pays, là, le rapport de force va rapidement tourner à l'avantage des BRICS. Et j'ai envie de dire, espérons-le, parce que les pays qui composent les BRICS sont de manière moins va-t-en-guerre et plus sages, on va dire de manière générale. Et voilà, porter sur moins d'intérêts et promouve voilà, la souveraineté de chaque pays, tout ça. Alors que voilà, les pays du G7, l'Occident, bah, c'est des pays corrompus un peu va-t-en-guerre, tout ça. Donc j'ai envie de dire, c'est pas une mauvaise chose par rapport à tout ça. Et donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Ici, le top des tendances crypto. PP, Doge Wifat, même IA. Donc dans le top 3, vous avez des mêmes coins, des crypto blagues. PP risque d'avoir un gros succès. Hein, parce que PP, c'est une crypto même, une blague, mais qui est liée à Internet, mais qui est liée par rapport à la politique, tout ça. Et comme les élections US va être le grand narratif, PP pourra en bénéficier. Donc Wifat, je vous ai montré hein, le même coin de la rage du Shiba sur l'écosystème Solana qui surperforme même Bonk maintenant, qui est même devant le Bonk. Voilà. Et là, on a même IA. Donc là, c'est un autre projet. Je sais pas. Là, c'est basé sur Ethereum. Et qu'est-ce que dit? On dirait que c'est un même qui est lié par rapport à l'IA. Donc milliards de dollars, même industrie. Bon. Donc voilà, vous avez plein de mêmes coins, tout ça. Bah, ils font partie des top tendances. Donc il faut le faire avec. Hein. Certains n'aiment pas du tout les mêmes coins, mais ça fait partie. Et dans le futur, ces mêmes coins seront même des stars peut-être dans le métaverse ou des choses comme ça. Donc ça fait partie de cette nouvelle ère. Il faut le faire avec. À vous, à chacun de voir si vous investissez dans les mêmes coins, mais ça fait partie du futur. Faut l'accepter. Et ça fera des performances incroyables. Donc à vous de voir si vous voulez. Normalement, le conseil que j'ai à donner, ou maintenant c'est pas un conseil en investissement, mais normalement vous devez, si vous voulez vous exposer à ça, ça doit représenter une petite partie du portefeuille. Vous en achetez comme ça, voilà, en fond de portefeuille, et surtout vous attendez, parce que c'est chacun leur tour. Donc au bout d'un moment, la crypto va exploser. Mais ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. Mais vous restez patient jusqu'à que ça explose. Et dès que ça explose, vous prenez vos bénéfices. Voilà comment ça marche avec les mêmes codes. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être un succès, tout ça. Donc voilà par rapport à ça. Et en dehors de ça, on a Fetch IA et Shiba qui complètent. Voilà. Render, Bitcoin qui sont là dans le top 10. Donc voilà pour le classement. On en a fini. N'oubliez pas, on est jeudi 7 mars. Duel aujourd'hui, Doumbé Baki, c'est ce qui va, je pense, occuper l'actualité ici. Vous voyez que les deux, voilà, ne se lâchent pas du regard. Ça, là, maintenant, on est rentré dans un combat psychologique entre les deux. Très indécis. Peut-être on peut jouer à des pronostics, vous me direz. J'ai plus la sensation que ce sera Cédric Doumbé, mais ça reste que mon pronostic. À vous de voir. Ça n'a rien à voir avec la finance. Hein. Là, ça n'impacte pas ni la finance, ni les cryptos. Voilà, mais juste par passionné. Je suis pas passionné de pas mal d'autres choses, hein, de politique, de tout ce qui se passe. Donc on peut, voilà, ça peut intéresser des gens, tout ça. Donc voilà. Et n'oubliez pas, hein, là on est dans une trilogie incroyable de combats. Demain, on aura aussi Joshua Francis Ngannou. Donc là, aujourd'hui, on a quelque chose, Baki Doumbé, c'est pas mal. Demain, on a un autre duel énorme. Enfin, c'est deux personnalités qui sont très respectées, qui font partie du top. Voilà.
Et donc voilà. Et après, demain, on a Benoît Saint-Denis contre Poirier. Énorme haut de combat aussi. Donc voilà par rapport à tout ça. On reste au courant des actualités. Force à nous, hein. Allez, à plus.